les problématiques d'énergie dans le contexte de Global Gateway. Merci encore, messieurs. Je vais vous présenter au fur et à mesure qu'on va avancer. J'ai quelques chiffres, comme d'habitude, pour introduire la session. Vous allez voir que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, en tout cas, c'est des chiffres que j'ai trouvés sur différentes sources, notamment celle de l'université de Harvard, normalement ça fait autorité, qui rappelait quand même, et j'ai été assez sidéré de ces chiffres, que 83% de toute l'énergie consommée dans le monde en 2020 était encore de l'énergie fossile. Quand on met ça en perspective, c'est qu'en 2000, ce total était de 86%. Donc soit on voit l'effort que l'on a fait pour réduire de 86 à 83 en incluant l'intégralité de la somme de toutes les énergies consommées entre 2000 et 2020 qui l'ont été hors fossiles, mais il reste quand même un grand chemin pour décarboner à l'horizon 2050, notamment au niveau du shipping. Deuxième élément, on en a beaucoup parlé déjà, c'est la fourniture des énergies alternatives décarbonées. C'est un véritable enjeu technique, technologique, financier, infrastructurel. Et c'est un des principaux fournisseurs d'énergie qui s'appelle Shell, qui a fait des estimations qui ne valent que ce qu'elles valent, mais il indiquait que pour une décarbonation totale du shipping en 2050, dans l'état actuel des connaissances techniques et scientifiques, il en coûterait 1650 milliards de dollars US. Donc 1650 dollars US, ça veut quand même dire, et on l'a vu avec CMA CGM, chacun fait son petit bout de chemin, mais je pense que l'équation n'est pas encore complètement bouclée. Et donc c'est un petit peu avec ces chiffres-là que j'entre dans cette session sur les nouvelles énergies qui sont, je pense, un des éléments majeurs de la transition écologique et surtout un des piliers fondamentaux de la stratégie Global Gateway. Et bien évidemment, Mathieu Bousquet, vous êtes le directeur de la DG NIR. Alors vous allez peut-être un peu plus nous expliquer quel est le périmètre de NIR par rapport à ce qu'on a entendu depuis ce matin au niveau de la Commission européenne. Mais vraiment, j'aurais besoin de comprendre, face à ces grands défis maritimes, mais aussi portuaires en termes infrastructurels, comment une DG aborde, je dirais, la priorisation des énergies, la priorisation des corridors. Comment DG NIR réussit à finalement esquisser une vraie stratégie de long terme qui permet d'aboutir à cette forme de décarbonation pérenne à 2050. Vous avez 3 minutes. Merci, c'est un vrai défi. Bon, d'abord, sur les chiffres, je crois que c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il est aussi important de définir un objectif à moyen terme. 2050, c'est à la fois demain et c'est tout près. Et on en parlait, parfois ça semble extrêmement loin, mais ceci dit, c'est demain matin parce qu'il y a des défis, comme vous le dites, qui sont à la fois technologiques et financiers, qui sont énormes. Donc c'est aussi en ce sens-là que les règlements sont faits et sont identifiés, sont aussi négociés avec les États membres, avec les secteurs privés, pour voir dans quelle mesure, au niveau de l'Union européenne, on peut se fixer des objectifs qui rentrent dans le cadre des accords de Paris, mais qui soient réalisables. Ils sont ambitieux, il faut en être conscient, mais ils sont réalisables parce que aussi les changements technologiques apportent de la nouvelle technologie. Donc ça, c'est une partie de la réponse à votre question. Donc, l'ambition dans le secteur du transport, c'est de réduire de 90%. Alors d'abord, qu'est-ce qu'est la DG NIR? Je commence par ça. La DG NIR, c'est la DG voisinage et élargissement. Donc ce matin, il y avait Carla, ma collègue de la DG INPA, partenariats internationaux, qui travaille sur le monde entier. Et on travaille en partenariat sur une région, la région que nous couvrons à la DG NIR, c'est les pays des Balkans, les pays du Caucase, l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, la Turquie et tout le bassin méditerranéen, Maroc, Algérie, Libye, Tunisie, Égypte, Jordanie, Israël, Liban, Syrie et Palestine. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des pays avec lesquels on travaille. Et j'ai dit, je crois, les 6 pays des Balkans. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Au sein de l'Union européenne, on a un certain nombre d'infrastructures qui ont bien été définies, des corridors qui ont bien été définis, TEN-T, le réseau européen de transport. Carla a parlé ce matin des corridors stratégiques en Afrique. Maintenant, la question, c'est aussi de faire ce lien des corridors entre l'Europe et l'Afrique, et plus globalement avec le monde.
Donc, nous, notre objectif, c'est de voir comment est-ce qu'on peut aider les pays partenaires, parce que moi, je suis dans une DG Relations extérieures, pas une DG interne, les pays partenaires à se préparer à ces grands changements. Alors, dans ce cadre-là, il y a une initiative qui a été portée par le Danemark il y a 2 ans, qui était une initiative qui s'appelait les Green Corridors, les corridors verts, et notamment qui incluait deux pays qui nous intéressaient évidemment, avec lesquels, notamment l'un avec lequel on a un partenariat vert, le Maroc et l'Égypte. Et donc la Commission a proposé d'en faire une initiative un petit peu européenne. C'est ce dont aussi Carla a parlé ce matin, et de dire, voilà, il nous semble qu'à l'heure de la globalisation, et vu les enjeux à la fois climatiques et de volumes mondiaux, il nous faut réfléchir non pas simplement à l'axe méditerranéen, mais l'axe mondial. Et l'axe méditerranéen prend évidemment une valeur particulièrement importante dans ce contexte. Donc on a proposé ça, et on a proposé de faire d'abord une étude par le Centre commun de recherche qui nous permet de définir quels sont les axes qui sont prioritaires par rapport au transport. C'est une étude dont les résultats vont être publiés en septembre, qui donnera lieu à cette conférence de haut niveau, qui permettra de définir un peu nos axes d'intervention. Cela étant, on n'attend pas et on commence déjà à travailler. Donc, travailler avec les pays partenaires dans le cadre de la décarbonation des ports. Et je pense qu'ici, Hervé va en parler concrètement à Marseille, mais nous, c'est plutôt dans les pays partenaires. C'est réfléchir à la production d'hydrogène vert et la production d'énergie verte avec toutes les technologies que ça requiert, mais aussi l'impact que ça peut avoir par rapport à l'économie des pays. Vous savez qu'on a mis en place des mesures d'ajustement du carbone aux frontières. Et donc, c'est aussi important de réfléchir quand on investit, et on est en train de préparer un plan d'investissement important, un plan stratégique de développement de l'hydrogène vert dans les pays du sud de la Méditerranée, de réfléchir stratégiquement pour eux quel est leur objectif en termes d'utilisation de cet hydrogène, soit pour décarboner leur économie, soit pour contribuer à la décarbonation de l'industrie maritime, en vendant dans les ports qui sont chez eux et qui sont sur ces grandes routes. Et puis, il y a un troisième axe sur lequel on aimerait vraiment travailler, c'est aussi sur des sources alternatives d'énergie verte, et notamment l'utilisation plus importante des déchets dans les pays partenaires. C'est plus compliqué, c'est aussi d'autres technologies, c'est moins concentré. On a pas mal d'expériences ici dans l'Union européenne qui peut être transposée. Donc voilà, donc c'est sur ces différents axes que nous travaillons. Merci beaucoup, Monsieur Bousquet. J'aurais une question complémentaire qui est beaucoup plus opérationnelle et pragmatique. C'est est-ce que nos réglementations européennes pourraient-elles devenir des freins au moment où on déploie des projets sur des pays que vous avez cités dans le contexte de NIR, qui n'auraient peut-être pas besoin d'avoir autant d'injonctions finalement peut-être presque contradictoires avec une accélération de la transformation énergétique de ces territoires. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tout ça est bien aligné, ou est-ce qu'on a encore des leviers ou des freins à faire sauter? On travaille à cet alignement, mais ce qui est important, et aussi pour créer la décarbonation des économies en lien avec les accords de Paris pour l'ensemble des pays qui se sont engagés, c'est aussi de voir quelle est la demande. Et l'Union européenne est une source de demande importante. Donc c'est aussi dans ce sens-là que le développement d'off-take, d'achat, d'acquisition par l'Union européenne, donc il y a une communication qui a été faite l'an dernier qui dit qu'il faut 10 millions de tonnes de production d'hydrogène vert dans l'Union européenne et 10 millions de tonnes qui seraient importées. Alors celles qui seraient dans l'Union européenne pourraient être subventionnées selon des mécanismes qui sont propres à l'Union européenne, qui ne peuvent pas être transposables. Donc à nous aussi de réfléchir, et c'est ce que nous faisons, à comment est-ce qu'on peut aider les pays partenaires par des de-risking, de dérisquer l'investissement pour les compagnies qui puissent investir dans les pays partenaires sur des filières d'énergie propre. Et donc on a mis en place pour ça des outils avec des garanties pour limiter le risque pour les investisseurs privés, par exemple.
mais aussi il y a tout l'aspect réglementaire dont on a parlé, et on travaille beaucoup avec le réseau des agences de développement pour aussi voir quelles sont les normes techniques qui sont en Europe et qui pourraient être utiles aussi pour les pays partenaires dans le cadre de ce développement. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage, M. Bousquet. Monsieur Hervé Martel, Monsieur le Directeur Général, cher DG, un port, ça se caractérise d'abord comme un lieu de rupture de charge où on transfère, on stocke et même on transforme de l'énergie. Marseille a toujours été reconnu comme un hub extraordinaire des énergies fossiles. Comment et avec quels outils et quelles méthodes on change le paradigme? Alors, on reste dans la continuité du « je structure toute une filière d'énergie », mais par contre, elle devient décarbonée. Avec tout un tas de solutions de décarbonation, on en a déjà parlé. Et comment une autorité portuaire comme celle de Marseille enclenche une stratégie à long terme avec ses partenaires, avec probablement des objectifs à court, moyen, long terme? Comment ça se structure, ça, à l'échelle d'une autorité portuaire? Alors, en effet, un port, c'est ce que tu viens d'indiquer, donc un hub où il y a des molécules qui rentrent, qui sortent, qui sont stockées, qui sont transformées. C'est aussi une zone industrielle. C'est aussi un endroit où s'implantent des usines. On n'a pas implanté d'usine sur la zone de Fos depuis 40 ans. Et on a aujourd'hui une dizaine de projets d'usines qui sont toutes autour de la transition énergétique. Donc, rapidement, hein, c'est de l'hydrogène vert, fait à partir vert ou en tout cas décarboné, fait à partir d'énergie nucléaire et d'eau industrielle. C'est de la sidérurgie décarbonée avec l'utilisation de l'hydrogène, encore une fois, en lieu et place du charbon. C'est de la chimie verte. Cet hydrogène, souvent, c'est pour faire des carburants pour les avions, des SAF, comme on dit en anglais, du méthanol ou d'autres molécules en fonction de ce que seront les stratégies des armateurs. Et puis, c'est aussi des investissements très lourds en ce moment pour décarboner les industries existantes. Qu'on parle de pétrochimie, qu'on parle de sidérurgie, qu'on parle de cimenterie, les réglementations qui s'imposent aux industriels sont des défis colossaux qu'ils ne relèvent qu'à coût de milliards d'euros d'investissement. Sans revenir sur les chiffres, le défi qui s'impose aujourd'hui au transport maritime est colossal. Colossal et dans un délai extrêmement court. Que l'on regarde les durcissements des réglementations au niveau de l'OMI, des réglementations européennes, c'est bien avancé sur le soufre, ça avance vite sur le CO2, sur l'incorporation de carburants de synthèse ou de carburants biosourcés. Le défi est colossal et les ports se doivent d'accompagner leurs clients armateurs dans ce défi énorme. Alors ça passe par plusieurs choses, concrètement. Pour implanter des usines, il faut du foncier. Ça peut paraître simple, mais ça ne l'est pas, notamment dans un contexte où les questions environnementales et les questions d'artificialisation sont de plus en plus compliquées. Donc on a réussi à dégager un peu plus de 700 hectares aménageables sur le port de Marseille-Fos pour implanter des industries et pour continuer à développer la logistique. Ce sont des défis en termes d'énergie qui sont également colossaux. Sur la zone de Fos, le besoin supplémentaire en énergie électrique correspond à un doublement par rapport à la consommation actuelle sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il manque 5 à 6 gigawatts de puissance installée pour alimenter ces nouvelles industries. C'est de l'eau industrielle, bien sûr, et puis ce sont toutes les infrastructures qui sont nécessaires. On se rend compte qu'une zone comme Fos est très compétitive pour accueillir de l'industrie. On redécouvre, et les porteurs de projets, quand ils nous comparent par rapport à d'autres zones, redécouvrent toute la compétitivité de ce site pour l'industrie, notamment avec son réseau de formation, de sous-traitance, ses expertises et évidemment l'offre logistique. Et puis un hub des nouvelles énergies, c'est aussi transporter des molécules. C'est faire venir peut-être de l'ammoniac de pays où il y a de l'électricité verte, photovoltaïque ou éolienne à plus bas coût. C'est accueillir l'énorme projet Barmar que citait ce matin le président Castaner, un tuyau pour approvisionner 2 millions de tonnes par an d'hydrogène en provenance de la péninsule ibérique et pour entrer en Europe. C'est bouger des molécules de CO2 qu'il va bien falloir capter chez les industriels que je citais tout à l'heure, les cimenteries, la sidérurgie, le raffinage essentiellement, soit pour aller les enfouir en mer, et c'est toute une logistique à mettre en place,
soit pour réutiliser ces molécules dans les industries que je viens de citer, pour les combiner avec de l'hydrogène et faire des carburants de synthèse. Donc là, c'est de la reconversion ou de la construction de nouveaux terminaux, de tuyaux ou de pipes initialement utilisés pour des produits pétroliers qui vont demain transporter du CO2 ou d'autres produits, de tuyaux de GNL qui probablement GRT Gaz va devoir reconvertir. Donc c'est toute une logistique finalement de nouvelles molécules qu'il faut mettre en place sur la base des terminaux et des infrastructures qui existent, ou sur la base de nouvelles infrastructures à construire. Donc un énorme défi pour les ports, pour encore une fois être au rendez-vous de la décarbonation de l'industrie, et puis du transport lourd qui... et là, il n'y a pas de questions, il y a encore des questions sur comment on va faire, combien ça va coûter, mais en tout cas, il va bien falloir le faire parce que ITS, ça va s'appliquer, CII, ça va s'appliquer, FuelEU Maritime, enfin voilà, toutes les réglementations qui, quel que soit leur niveau, au niveau mondial, OMI, au niveau européen, sont décidées, elles s'appliquent dans les années qui viennent. Merci beaucoup, c'est vraiment éclairant parce qu'on voit qu'on essaye aussi de recycler des infrastructures qui avaient une vie antérieure dans l'énergie fossile et qui deviennent, je dirais, cohérentes avec une trajectoire de décarbonation. Deuxième pan de l'équation, Madame Cabo-Verel a bien insisté sur le fait que c'est aussi sur la mer qu'il va falloir prendre en compte, et un port est dans une fixité géographique, mais vous êtes connecté, vous êtes constructeur ou co-constructeur de ces fameux corridors maritimes verts. Je sais qu'il y avait une délégation du port de Shanghai, qui est un des plus avancés, il y a 48 heures chez vous. Comment une autorité portuaire travaille à la consolidation et à la structuration d'un corridor maritime vert intercontinental? Alors, vous avez 3 minutes encore. D'abord, un port, c'est évident, et ça a été dit à l'occasion de plusieurs tables rondes, que c'est un nœud dans un réseau, et ça n'a de sens que lorsqu'on parle d'un gateway, en bon français, d'un corridor terrestre, ou qu'on regarde côté mer l'ensemble de la chaîne de transport. Le service qui intéresse le client final, c'est bien un transport d'un point A à un point B, c'est rarement de décharger un bateau pour aller du bord du bateau sur le quai, en fait. Donc si on regarde de façon globale, nous on est déjà dans des corridors. Ça a été dit tout à l'heure par la CNR. On a d'abord un partenariat très renforcé avec une volonté très forte du président de la République d'arriver au niveau d'intégration le plus important, en fait, à l'échelle de notre hinterland proche, c'est-à-dire Marseille, Lyon, Bourgogne. Et finalement, ce sont des acteurs qui doivent, se parler, partager une vision, travailler ensemble. 2 exemples sur cet axe proche. On travaille sur la numérisation de l'axe. On pourra sortir des conteneurs, les emmener sur des plateformes ou des entrepôts dans l'interland proche sous douane, dès lors qu'ils seront traçables dans un cargo community system. On travaille sur la planification de l'espace pour implanter des industries, des entrepôts au niveau de la zone de fosse, mais au niveau de l'axe Rhône-Saône également. Donc là, c'est le niveau le plus intégré. Le deuxième niveau, c'est bien entendu les corridors RTET, les corridors européens. Ça fait un petit moment qu'on a cette logique de corridor, et nous, on est sur 2 corridors européens, qui tous les deux d'ailleurs intègrent le gateway dont je viens de parler, la partie Marseille-Lyon, avec là encore du partage de bonnes pratiques, de la coordination d'investissement, des systèmes d'information, des corridors ferroviaires à structurer, des bottlenecks à identifier, etc. Et puis quand on regarde ces réseaux transeuropéens, on a l'impression que les ports, ce sont des impasses, ce qui n'a aucun sens au plan économique. On se dit, ça ne s'arrête pas au bord de la mer, ce n'est pas parce que l'Europe s'arrête là que l'histoire s'arrête là. Et donc il y a une évidence à travailler sur la suite. La suite, c'est le transport maritime et ce qui se passe de l'autre côté. Et là, alors, tous les ports du monde travaillent sur les problématiques que je viens de citer, mais de façon très concrète. Le président Castaner était en Algérie hier avec le port d'Alger. On se dit, puisque nous avons mis en place à Marseille un système de branchement des navires à quai, puisque les navires d'Algérie, Ferries, de NTMB sont équipés, même chose avec la Tunisie, il y a une vraie logique à ce qu'en face, on puisse aussi brancher le navire. Ça, c'est une logique de corridor. Partage de bonnes pratiques, coopération, la Goulette, Alger, on travaille avec eux pour que le navire puisse se brancher de chaque côté. C'est une évidence en fait. Avec Shanghai, voilà, on est aujourd'hui sur des échanges de bonnes pratiques. Ils sont, Christine Cabot le disait tout à l'heure, très avancés sur le branchement à quai. Ils sont très intéressés sur l'avitaillement au gaz naturel liquéfié qu'on fait au port de Fos et qu'ils ne font pas encore à Shanghai.
Singapour, Rotterdam le font. Donc on échange sur la façon dont on a déployé ces projets pour pouvoir s'inspirer. Et puis on peut avoir mais 1000 idées. Par exemple, que nos systèmes d'information soient interconnectés pour avoir des informations sur l'heure de départ du navire qui donne une information très intéressante sur son heure d'arrivée, qui permet de... Et si on peut les interconnecter aussi avec les systèmes d'information de nos clients armateurs, on voit qu'on construit des choses, intéressantes. Le chantier est énorme. Tous les ports avancent dans cette direction. Il y a un côté marketing au corridor vert, on ne peut pas le nier, mais il y a un vrai travail de fond à faire. Et c'est vrai que quand on appréhende l'ensemble de la chaîne, c'est certainement plus pertinent. Et donc travailler avec des ports partenaires, on a aussi engagé des discussions avec Singapour, qui est très avancé sur ces corridors verts. C'est clairement l'avenir des ports. Vous savez, depuis 2 ans, quand on rencontre nos clients armateurs, le principal sujet, c'est plus la logistique, c'est les carburants. C'est vraiment quelque chose qui a changé dans la vision de où sont les enjeux majeurs, les enjeux les plus importants. La priorité aujourd'hui dans le monde du shipping, je crois, c'est ce défi, mais absolument majeur, que les armateurs doivent relever et les ports sont là pour les y aider. Alors ça, c'est merveilleux, parce que si on l'avait travaillé, celle-là, on ne l'aurait pas faite aussi bien. C'est une transition parfaite pour aller sur Monsieur le directeur de la stratégie. Merci encore, Hervé, pour ce témoignage. Hervé Dedieu, directeur de la stratégie d'H2V. Comme vient exactement de le dire Hervé Martel, je pense que l'enjeu majeur, c'est d'avoir suffisamment de carburant vert demain pour absorber la capacité actuelle et la capacité future qui va permettre de continuer d'être interconnectés tous les uns avec les autres par le monde maritime. 90% des valeurs, 80% des tonnages transportés par voie maritime. J'ai un chiffre à vous soumettre. Vous allez me dire s'il est vrai ou pas, parce que moi, je suis incapable de savoir s'il est vrai ou pas. Je vais citer ma source. Selon MIT 2050, le shipping en 2023 consommerait l'équivalent énergétique de 3000 TWh d'énergie fossile, soit l'équivalent de la production nucléaire mondiale, plus 200 centrales nucléaires qui n'existent pas. Comment, est-ce que vous êtes une partie de l'équation et de la solution, mais comment accélère-t-on l'industrialisation d'une production d'énergie verte pour ne serait-ce qu'absorber la consommation des écosystèmes portuaires et évidemment de tous les sillons maritimes? Alors, excusez-moi, et est-ce que l'hydrogène vert est véritablement la solution du futur, sachant qu'on a un rapport de la Banque mondiale qui nous dit que le LNG a fait déjà une belle avancée, que les biocarburants seront une étape transitoire pour des choses encore plus vertes, dont l'hydrogène vert? Excusez-moi. Alors peut-être en introduction, H2V, on est développeur de projets de production massive d'hydrogène en France avec 2 projets majeurs, un sur le port de Dunkerque et un sur le port de Marseille-Fos. Pour répondre à la première question sur l'hydrogène, alors c'est pas la solution miracle. Déjà, je vais rappeler une évidence, c'est que l'hydrogène c'est produit à partir de l'électricité. Ça paraît évident à tout le monde, mais il nous faudra, ce n'est qu'un vecteur énergétique, il nous faudra du tout une quantité énorme d'électricité. Les chiffres, les ordres de grandeur de ce que vous avez donnés sont tout à fait justes. Je vais vous donner un autre ordre de grandeur. On développe là sur le port de Marseille-Fos un projet de production d'hydrogène et de carburant maritime à partir d'hydrogène et de carbone recyclé qui va produire à peu près 140 000 tonnes de méthanol par an. C'est de quoi avitailler 5 à 6 bateaux. Donc on fait 500 millions d'euros d'investissement, 200 MW de puissance électrique pour 5 à 6 porte-containers. Voilà, ça c'est un ordre de grandeur pour vous donner l'ampleur de la tâche. Donc quand on veut être neutre en carbone en 2050, on voit que même sur des projets majeurs comme celui-ci, en fait c'est qu'une goutte d'eau, c'est même pas 0,1% du besoin mondial. Donc on est de toute façon au début et on voit le chemin et la pente est très très raide. Ça c'est pour les grands chiffres. Alors comment on accélère ? Déjà il faut commencer avant d'accélérer et on est au tout début, je le disais, les réglementations elles sont toutes fraîches, Fuel EU maritime, le TS sur le maritime, la définition de ce que c'est que l'hydrogène renouvelable, elle a à peine 2 ans. La définition de l'hydrogène bas carbone n'est pas encore votée au niveau européen. Donc les briques nécessaires à l'accélération, voilà, le ciment n'est même pas encore frais, qu'on nous demande d'accélérer. Donc déjà, voilà, commençons. Et puis la deuxième chose, c'est que avant d'accélérer, il faut démarrer et répondre à des contradictions. Les contradictions, c'est à 2050, oui, il faudra qu'on soit tous décarbonés, on sera 100% vert. Aujourd'hui, produire une énergie décarbonée, quelle que soit la technologie, hydrogène, méthanol, ammoniac, peu importe, coûte cher, coûte très cher.
Et la réglementation, la contrainte réglementaire, n'offre pas d'équilibre économique immédiat. Il va falloir attendre sans doute 2035 pour commencer à avoir des vraies incitations, on a des vrais premiers points de passage. Donc comment est-ce qu'on gère cette période de transition? Comment est-ce qu'on fait démarrer les premiers projets qui sont indispensables, puisque de toute façon on est presque déjà en retard, mais en prenant quelques risques et en se jetant à l'eau, sans mauvais jeu de mots, pour pouvoir démarrer. Le challenge, il est là. Deuxième challenge, c'est pour accélérer, il faut donc de la visibilité réglementaire, ça on l'a. À moyen terme, l'équilibre économique, on le voit. Et puis, effectivement, on va avoir des contraintes locales. Et un projet, en fait, c'est pas juste un projet, il est connecté à son écosystème. Il lui faut du foncier, on en a parlé, il faut des connexions électriques, il faut des moyens d'exporter, capter du CO2. Et là encore, il y a des places qui sont beaucoup plus adaptées que d'autres pour le faire. Les ports sont un excellent endroit où développer ce genre de projet de production de carburant et d'hydrogène. Et ça sera sans doute pas suffisant. Et ça répond aussi à une partie de votre question. Oui, l'hydrogène est nécessaire. Et il faudra que ça soit cumulé avec d'autres technologies. Alors, j'enfonce un peu des portes ouvertes en disant ça. Vous avez parlé du LNG, demain du bio-LNG qui viendra compléter. Vu l'immensité des besoins, de toute façon, l'hydrogène est indispensable, mais pas suffisant. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions. Je trouve que ça permet de mieux comprendre en fait tout le défi industriel, l'eau écologique finalement de la production d'hydrogène vert. Vous avez bien insisté qu'il faut beaucoup d'énergie en fait, d'énergie verte et bas carbone. On est quand même une nation nucléaire, ça doit être un avantage. Comment Global Gateway, ou comment vous percevez Global Gateway pour pouvoir justement peut-être catalyser, en dehors de Dunkerque et de Marseille, mais d'être vraiment au service de la construction de ces corridors verts du futur qui auront comme particularité d'entrer et de sortir de l'Union européenne? Là, on se place déjà dans un objectif long terme. C'est effectivement... on est plutôt bien avantagé, on a un pays plutôt excédentaire en électricité, une politique nucléaire et énergie bas carbone, donc on se voit plutôt déjà pour servir nos propres besoins et peut-être demain être un peu exportateur. Et ça va dépendre des géographies, ça va dépendre aussi du développement des énergies renouvelables en France. On a beaucoup de besoins qui vont être en concurrence. Alors est-ce qu'au final on sera plutôt exportateur de ces molécules ou finalement importateur, parce qu'on est quand même au centre proche de l'Afrique, qui va être peut-être un gros noyau d'export. Juste à côté, on a l'Espagne qui produit quand même des molécules à un prix très compétitif et qui pourraient être acheminées soit par bateau ou peut-être même directement par tuyau. Le Barmar en est un superbe exemple. Donc, c'est pour nous, en tant que développeurs et producteurs, ce développement de corridors énergétiques également, et c'est à la fois une opportunité et peut-être une menace si on perd en compétitivité demain. Aujourd'hui, la France est bien placée parce qu'elle a une énergie électrique compétitive, disponible, plutôt décarbonée, voire très décarbonée, et durablement décarbonée a priori. Donc voilà, plutôt une opportunité. Merci beaucoup. Quasiment sans transition, Mike, je suis obligé d'arriver sur le cas de Kribi. Alors quand je dis je suis obligé, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années, il y avait Jean-Marie Coffy qui était avec nous ce matin. C'est un sujet qui est récurrent dans les associations de ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, de se mettre en conformité finalement avec des injonctions réglementaires internationales, aussi sous la pression d'armements qui disent demain si j'arrive avec des navires dits verts ou dits obligation de se brancher à quai, vous devez me fournir toutes les infras nécessaires et indispensables. Or, on sait très bien que ne serait-ce que la continuité énergétique de certains écosystèmes portuaires africains n'est pas garantie, loin de là. Comment on fait quand on est un jeune port comme Kribi, 6 ans d'expérience, from scratch, donc finalement c'est peut-être un avantage, comment on projette une stratégie africaine de transition énergétique et finalement de fourniture d'énergie décarbonée demain à nos clients? Je te remercie pour la question. Déjà, je le dis d'office, je vais être le mauvais élève du panel. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit surpris. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Là, actuellement, c'est vrai que par le biais de l'association des grands ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre, il y a cette volonté. Mais souvent, j'ai l'impression qu'on oublie qu'on nous applique, nous, aux pays africains, la double peine. C'est-à-dire, de façon cumulée, nous ne sommes responsables depuis la révolution industrielle que de 3% des émissions. Nous n'avons même pas véritablement entamé notre développement économique, qu'on souhaite en plus de cela qu'on s'adapte
aux réglementations européennes qui sont très dures et très difficiles et très hypocrites. Je tiens à utiliser ce terme-là. Pourquoi ? Si on prend l'exemple de l'hydrogène vert, on va aller sur le bout de la chaîne parce qu'il faut voir l'ensemble de la supply chain. Il faut donc énormément d'énergie et de l'énergie dite verte, du solaire, de l'éolien, etc. Ça veut dire construire des batteries, avoir du photovoltaïque. Comment on le fait ? Par le biais des minerais. Les minerais, ils sont chez nous. L'extraction des minerais, qu'est-ce qui se cause ? Un désastre écologique. Premier pas. Donc en vérité, quand on voit la question européenne du passage décarboné, c'est en fait pour polluer chez nous. Deuxième point, et c'est nous les principales victimes du dérèglement climatique. Troisième point. Donc ça, c'est déjà le premier volet, la question du minerai. Même sur le nucléaire, l'extraction de l'uranium, c'est la même chose. Donc déjà, on nous prend le minerai, on pollue chez nous pour pouvoir construire de l'énergie dite verte. Ensuite, maintenant, l'installation et l'implantation de cette énergie verte. C'est énormément important en termes d'espace. Pour créer du kilowatt, le solaire, je ne vous le dis pas. Si je prends l'exemple de l'Afrique subsaharienne, oui, nous avons du soleil, oui, on peut mettre du solaire. Mais qu'est-ce qui se passe derrière ? On doit couper des forêts pour pouvoir mettre du solaire, et énormément de forêts. Est-ce que nous allons reboiser ? Deuxième chose, l'entretien et la maintenance est essentiellement fait en Asie. Donc ça veut dire qu'on n'est même pas capable de pouvoir gérer cet entretien, cette maintenance sur place. Donc on crée encore du transport, et la réglementation européenne n'a que très peu de poids sur la réglementation asiatique. Donc en fait, on déporte le problème. Troisième chose, l'efficacité même de ce photovoltaïque. Nous avons du soleil, mais nous avons énormément de poussière. Ce qui fait que la durée de vie de l'équipement est très faible. Donc vous voyez qu'on ne fait que cumuler les contraintes sur les États africains. Ensuite, même si on va sur d'autres typologies d'énergie, type la biomasse, etc., c'est le même système qui se met en place. C'est-à-dire que nous, on détruit des forêts pour mettre en place de l'énergie qui n'est pas très importante, qui n'est pas très puissante. À partir de là, on détruit de l'espace qui peut nous permettre d'avoir des productions agricoles qui sont primordiales pour le développement de nos économies et pour lutter contre la pauvreté. Et en plus de cela, nous allons être sanctionnés sur les marchés internationaux parce que nous allons être exclus derrière. Nous ne pouvons pas mettre à disposition le carburant, nous ne pouvons pas vendre nos produits, etc., etc. Donc en fait, nous avons la double peine. Dans tous les sens du terme, cette stratégie, elle n'est pas gagnante pour nous. Parce que même dans le cadre des études, on n'a pas pris en considération cet aspect-là de la chaîne. Donc si nous voulons arriver sur cette stratégie, déjà de 1, je tiens à le dire, parce que le nerf de la guerre et l'origine de cette mise en place viendra de chez nous. Le nerf déjà de la guerre, c'est de voir quel est notre intérêt économique. Donc déjà, on a deux voies. La première voie, c'est de complètement tourner nos marchés vers des marchés moins contraignants, tels l'Asie. De telle façon qu'en termes de normes, nous, on puisse vendre nos productions. À partir du moment où on peut vendre nos productions, qu'est-ce que nous allons faire ? Le minerai nécessaire pour mettre en place ces énergies renouvelables qu'on veut installer au niveau européen, nous allons les vendre au niveau asiatique. Le niveau asiatique, vu que leur principal marché, c'est l'Amérique du Nord et l'Europe qui a mis en place ces réglementations, vont vendre aux Européens, et à partir de cela, on va produire sur place. Donc ça voudrait dire qu'en termes de corridors de transport maritime, tous les corridors qui vont vers l'Europe vont simplement aller vers l'Asie. Ça, c'est la première stratégie, qui est peut-être un peu extrême au niveau politique. La deuxième voie qui peut être mise en place, c'est d'avoir quelque chose de mixte. La réalité aujourd'hui, je ne sais pas si c'est atteignable, je ne suis pas un spécialiste de la question. La décarbonation du transport maritime à 2050, je ne sais pas, c'est une volonté, c'est une politique européenne. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il faut y aller progressivement. Et si on veut y aller progressivement, la réalité, c'est que le cœur de l'investissement devra être fait chez celui qui produit les éléments de base qui permettent de le faire, c'est-à-dire au niveau africain. Donc, il faut investir sur des nouvelles technologies d'extraction des minerais. Il faut avoir une coopération, une politique collective d'entraide pour pouvoir améliorer les extractions, développer les infrastructures, qu'elles soient au niveau digital ou au niveau infrastructure routière, pour pouvoir massifier les flux et les acheminer vers le port, et surtout pouvoir éventuellement transformer l'ensemble de ces produits sur les ports africains avant export pour apporter de la plus-value de la chaîne. Parce que sinon, la conséquence, quelle sera-t-elle ? C'est une énergie qui coûte cher. Donc à partir de ce moment, la matière première devra être achetée à des cours bas. Donc, je vous fais tout de suite la transition. Nouvelle déstabilisation politique et économique des bassins de production qui sont les bassins africains. Je ne vous ferai pas en descend en vous disant, regardez ce qui se passe en RDC actuellement. C'est exactement la même chose que nous allons faire sur l'ensemble du territoire. Donc c'est bien d'avoir des politiques,
C'est nécessaire d'aller vers la transition, mais il faut prendre en compte l'ensemble de la chaîne d'acheminement si nous voulons être dans ce cadre-là. Et donc, à partir de ce moment, je terminerai par ces mots. Nous avons une stratégie qui est simple, claire et efficace. Déjà, il faut réussir à faire de la transition sur de la, on va dire, de la distribution énergétique de proximité. Pour toutes les usines qui arrivent, on travaille sur l'utilisation de la chaleur, on travaille sur du solaire pour pouvoir gérer des installations simples qui ne sont pas très consommatrices en termes d'énergie, et nous avons du gaz. Donc le LNG, pour nous, pour l'instant, c'est quelque chose d'assez modéré en termes d'émissions, qui peut nous permettre de progressivement mettre en place le nécessaire. Et vu que nous sommes des bassins agricoles, on peut aussi travailler sur de la biomasse. Mais la biomasse ne pourra pas répondre à tout. Parce que bien évidemment, nous avons d'autres objectifs préférentiels, primordiaux à mettre en place pour pouvoir y arriver. Mais il faut vraiment prendre en considération cela, et le nerf de la guerre en termes d'investissement devra d'abord être fait sur les zones de production pour garantir une stabilité économique et politique de nos pays, déjà de 1, et pour s'assurer qu'on puisse fournir de la matière première de qualité ou du produit semi-fini de qualité pour pouvoir répondre aux exigences. Merci beaucoup, Mike. C'est pas facile de rebondir là-dessus quand même, mais je vais essayer. Merci encore. C'est encore une fois très éclairant sur les réalités véritablement du territoire aussi complexe et aussi mosaïque que l'espace subsaharien. Néanmoins, je voudrais avoir une touche positive. On a entendu ce matin Éric Mellet, et qui n'en a pas fait énormément la promotion, du Green Label Terminal comme étant une prise en main par l'opérateur privé de la gestion green de l'interface avec le navire. C'est quand même un élément important à prendre en compte dans justement cette répartition en fait, de l'engagement, et qui n'est pas simplement financier, mais qui est aussi technique, technologique, savoir-faire. Et je crois que, je vais redonner la parole à Mathieu Bousquet, Global Gateway peut être aussi, sans être dans une vision complètement décorrélée des réalités du marché, mais peut être aussi un accompagnement à plus de vertu dans cette création d'énergie propre. Et le privé doit prendre sa part, mais aussi les bilatéraux, mais aussi les banques de développement, mais aussi évidemment les unités européennes qui ont comme ambition de ne pas vous laisser seul porter le fardeau d'une transformation imposée de l'extérieur qui n'a pas de dividende local ou territorial. Donc, Mathieu Bousquet, j'aimerais juste avoir votre sentiment par rapport à finalement ce constat un petit peu sévère de la part de Mike. Est-ce qu'on a quand même tous ces éléments qui peuvent rassurer sur notamment l'accompagnement de nations comme le Maroc, la Namibie, l'Afrique du Sud, qui ont des politiques énergétiques vertes très ambitieuses, voire même d'exportation de leur production énergétique verte et vertueuse vers une Europe qui cherche de la diversification énergétique? Est-ce que vous pourriez un petit peu élaborer pour essayer d'avancer, je dirais, de manière un peu plus positive? Je vais essayer. Merci du défi. Bon, je pense que dit Michael est très important à plusieurs égards. La première chose, c'est que la situation de la transition énergétique est d'abord, il n'y a pas une stratégie, il y a plusieurs stratégies, hein, ça a été dit, et il faut réfléchir à l'ensemble des stratégies qui sont possibles. Mais clairement, elle pose la question du minerai et de l'accès aux matériaux critiques, aux matériaux rares pour la construction d'énergie verte. Et pas seulement d'ailleurs. Donc là-dessus, je crois que ce qui est important, c'est de ne pas faire un parallèle, si vous me le permettez, en disant c'est de l'exploitation, on s'en va, on prend tout. Et c'est un peu ce que j'essaie de dire quand je disais tout à l'heure par rapport à l'énergie. L'idée, c'est d'aider les pays partenaires, par exemple, vous parlez du Maroc avec le partenariat vert, pour, dans un partenariat gagnant-gagnant, définir quels investissements on peut faire pour accompagner la transition énergétique. Puis après, il y aura des choix qui devront être faits par le pays partenaire. Est-ce que j'exporte mon énergie telle qu'elle, avec les devises que ça peut rapporter, que ensuite je réinvestirai? Est-ce que j'utilise cette énergie de façon locale pour décarboner mon industrie et rajouter de la valeur, ce que vous disiez, pour mettre de la valeur ajoutée? C'est aussi en ça qu'il y a une cohérence avec... tentative de cohérence avec nos politiques, avec le mécanisme de contrôle aux frontières du carbone, CBAM.
justement pour encourager et rendre plus compétitif quand il y a une plus-value locale. Donc cette question de la plus-value locale, elle est très importante. Il ne s'agit pas d'exporter tel quel, ni les minerais, ni l'énergie, mais d'avoir une réflexion avec le pays partenaire, comment on peut faire ça. Alors ce qu'on voit clairement, mais on le voit aussi au sein de l'Union européenne, de façon tout à fait claire, c'est que la question de l'extraction n'est plus taboue. Et elle se pose. La Commission a fait des propositions dans ce sens-là sur les matériaux critiques et sur les minerais. Quand même pas mal de questions qui ont été posées. À un moment, il était presque tabou de parler d'extraction et de minerais, de financement des mines. Les choses sont aussi en train de changer parce qu'on en a besoin si on veut aller vers cette transition énergétique. Et on a besoin d'aller vers cette transition énergétique. On s'est tous mis d'accord là-dessus. Donc ça, il faudra y arriver. Donc je rebondis sur ce que vous disiez d'un point de vue positif. Plus-value locale, choix stratégique, développement de stratégies décarbonées au niveau local, et une réflexion qui est une réflexion malheureusement extrêmement complexe. Michael illustrait en disant j'ai besoin de déforester si je veux mettre mes panneaux solaires. Bon. Pas forcément besoin de déforester pour mettre des panneaux solaires, mais c'est des questions qui se posent. Donc, dans quelle mesure on va réfléchir Hervé parlait de la nécessité d'accès au foncier pour installer des entreprises, pour décarboner ou pour ces usines de décarbonation. Donc ça, c'est vraiment une question qui, elle aussi, est importante. Donc, malheureusement, le monde aujourd'hui est complexe. Donc il faut qu'on embrasse cette complexité et que nous regardions ensemble quelles sont l'ensemble des solutions. D'où aussi l'importance d'avoir des débats nationaux, des débats locaux, qui nous permettent d'envisager des solutions qui sont adaptées. Il n'y a pas une solution. Bien sûr. Hervé Martel, vous avez été un petit peu interpellé indirectement ce matin par le SG de la GEPAOC qui disait que Marseille avait été un des grands acteurs de la coopération internationale avec les ports subsahariens et qu'on l'était un peu moins. Comment le savoir-faire écologico-industriel ou industriel-énergétique de demain peut être une forme de capitalisation à partager avec nos partenaires africains et peut être un nouvel axe de développement des coopérations dans les deux sens, évidemment, sud-nord, nord-sud. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on doit explorer pour accompagner les processus de financement, accompagner les processus de transformation et finalement accompagner les processus de savoir-faire et les transitions de savoir-faire transmission, pardon, pas transition, transmission de savoir-faire. Oui, alors je crois que ça fait partie intégrante de l'initiative politique Global Gateway. Ce n'est pas uniquement des corridors pour transporter des marchandises, des passagers ou des molécules. Il y a aussi une dimension plus, j'allais dire, plus politique, plus stratégique, de coopération, d'échange de savoir-faire. Mais j'irais même au-delà. Hein. Je pense qu'on a beaucoup de place pour des investissements croisés entre des investisseurs européens ou occidentaux vers d'autres pays. Et il y a des projets qui se mettent en place dans cette logique-là. Je pense autour de Neom en Arabie Saoudite avec des investissements occidentaux et des molécules qui peuvent revenir en Europe sous forme d'ammoniac, par exemple. Donc, je crois que ce projet, cette vision politique, elle englobe complètement des relations de la reconstruction de relations de stratégie industrielle partagée, voire intégrée. Parce que je crois véritablement qu'on change d'échelle finalement. L'échelle de coopération devient nécessairement systémique et écosystémique, puisque finalement la solution ne sera que commune et collaborative. On ne peut pas avancer d'un côté du tuyau et laisser à l'autre bout du tuyau finalement des solutions qui seraient inadéquates finalement. J'ai envie de dire, le problème est global, la solution l'est forcément. Exactement. Merci beaucoup. Nous sommes à presque 15 minutes de la fin, donc tout de suite je me tourne vers vous, toutes et tous. N'hésitez surtout pas, c'est un panel qui est passionnant, qui pourrait encore durer très très longtemps. Hélas, nous sommes un peu contraints par le temps. Si vous avez une question, une remarque, un apport, un témoignage, n'hésitez pas à lever la main, qu'on puisse vous passer la parole. Si vous voulez interagir avec un de nos panélistes. Je suis étonné que je n'ai pas 12 mains de levée. Ah, j'en ai déjà une, s'il vous plaît. Je vous prête mon micro. Bonjour, donc toujours Reda Surgi, responsable du service en charge des transports et du numérique à l'Agence française de développement. C'est une question, je pense, pour Mathieu, une question aussi que je pose peut-être à la communauté des acteurs du développement, mais
qui le représente ici, on voit que le mix énergétique et le mix de carburants marins à venir, ce sera certes de l'hydrogène renouvelable, mais aussi un certain nombre d'autres technologies. On a parlé du LNG, du méthanol, etc., qui sont plus ou moins décarbonés. C'est-à-dire que tout n'est pas entièrement décarboné. Or, aujourd'hui, la politique de l'AFD, par exemple, sur la production d'énergie, c'est on ne touche pas aux fossiles. Or, la question est, est-ce qu'il ne faudra pas qu'on adapte quand même nos doctrines en matière de carburant marin pour s'adapter à une réalité transitoire qui est qu'on va avoir un certain nombre d'installations de type raffinerie, enfin d'installations hydrocarbures à adapter, un certain nombre de pipelines peut-être à reconvertir, un certain nombre d'unités de production de carburant moins intenses en carbone, mais toujours partiellement fossiles, dans lesquels investir dans les 20 prochaines années. Et il faut que peut-être ça fasse partie de la taxonomie verte européenne et de la politique d'investissement des bailleurs de fonds. Donc voilà. Ah oui, ben alors, les États membres ont mis des heures et des heures et des heures et des heures et des nuits et des jours à définir ce qu'était la taxonomie verte. La France a une position tout à fait particulière que vous connaissez, qui n'est pas forcément partagée par d'autres États membres. Donc moi, je ne vais pas refaire le débat ici de la taxonomie verte, ça c'est clair. La question qui se pose, c'est, je pense qu'elles sont de 2 ou 3 dimensions. La première, comme je l'ai dit, c'est d'abord véritablement de réfléchir l'écosystème complet. Et dans nos partenariats, d'aider les pays partenaires à réfléchir aussi leur écosystème de décarbonation et d'engagement, avec éventuellement des modalités transitoires, vous en parliez. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a aussi une question, et on l'a vu avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine, l'impact que des marchés restreints, quasiment monopolistiques, peuvent avoir aussi sur la souveraineté européenne ou d'autres pays. Donc je crois qu'il est aussi important qu'on réfléchisse à une diversification de nos sources d'énergie. Je voudrais d'ailleurs mentionner à ce sujet le gros effort qu'on souhaite faire, encore une fois, avec les pays du nord de la Méditerranée, qui n'ont pas forcément le problème de la déforestation pour le solaire ou pour le vent, le développement de pipelines d'énergie, parce que si on utilise, comme le disait Hervé, toute l'énergie de PACA pour faire... pardon, on ne dit pas PACA, région sud de France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour décarboner, ben, on a besoin aussi d'autres énergies. Donc du coup, pour avancer. Donc, on est en train de développer un certain nombre de pipelines stratégiques pour la transmission d'électricité, pour la transmission à terme qui pourrait être utilisée pour l'hydrogène. On a financé quasiment 500 millions d'euros pour ELMED, le programme entre la Sicile et la Tunisie. Il y a des pipelines qui sont en train d'être discutés d'intérêt stratégique entre l'Égypte et la Grèce, entre l'Espagne et le Maroc et l'Algérie qui existent déjà et qui pourraient être renforcés. Donc il y a aussi, en plus de la stratégie, si vous voulez, de décarbonation au niveau national, mais il y a aussi le commerce de l'énergie. Donc là encore, on est sur des questions complexes, stratégiques, pour les pays et pour l'Union européenne. En tout cas, ce qui est sûr, et je crois que les leaders de l'Union européenne en ont décidé ainsi, il faut que nous avancions vite dans toutes les stratégies qui nous permettront de décarboner et de répondre à nos objectifs de l'accord de Paris. Merci beaucoup, M. Bousquet. Mike, juste avant de te donner la parole, j'aurais juste posé une dernière question à François. On parle beaucoup de hub hydrogène à Fos. On a entendu CMA-CGM, qui est quand même un des acteurs majeurs, et encore plus peut-être à Marseille. Est-ce qu'on a des engagements fermes d'un opérateur maritime à vouloir fixer sur un point comme celui de Marseille? Moi, j'ai en tête Maersk qui travaille avec les ports égyptiens sur le méthanol. Est-ce qu'on a
au-delà des discours vertueux, des transformations des motorisations, des engagements au niveau des chantiers. Mais est-ce qu'on a une vision à long terme qui dit, moi, CMA CGM, j'accompagne H2V, j'accompagne l'autorité portuaire et je mets du foncier, de l'expertise, mais aussi de l'argent pour pouvoir avoir ce véritable hub qui s'installe et qui grandit avec les années? Alors, je vais faire une réponse très politique. Je vais vous dire que c'est des partenaires qui sont absolument indispensables et qui soutiennent. Alors, il y a plein de façons de soutenir des projets comme celui-ci. Oui, ils sont présents, oui, ils soutiennent. Maintenant, à condition de résoudre, ce que je disais tout à l'heure, une certaine équation économique. C'est-à-dire qu'on a des objectifs, il y a des règles qui ont été définies, mais comme toute entreprise, que ce soit un armateur ou un développeur de projet, les deux sont quand même soumis à des contraintes économiques. Et donc c'est là aujourd'hui où une période d'ajustement qui est nécessaire, c'est là où le soutien de l'Europe est absolument indispensable par des mécanismes de subvention, et il y en a plusieurs, hein, le High Innovation Fund qui s'est clôturé là très récemment en est un exemple pour pouvoir amorcer justement et déverrouiller et passer à l'action, parce qu'en fait c'est aujourd'hui on est tous les projets sont des projets PowerPoint. Maintenant, il y a très peu de décisions d'investissement qui ont été faites en Europe sur des projets de transition énergétique, hydrogène, méthanol, ammoniac, peu importe. Il y a très peu de construction, finalement. Aujourd'hui, il y a très peu de projets qui vraiment ont démarré. Et pour ça, il faut un coup de pouce. Aujourd'hui, l'Europe a lancé des choses, la France aussi. Les États-Unis, avec l'IRA, ont donné des signaux forts. Ça, c'est indispensable pour démarrer. Et véritablement, Global Gateway est un petit peu l'assembleur de tout ça finalement. Parce que le cliquet financier assuré par une vision vertueuse, une vision vraiment intégrée, je pense qu'on a quand même un peu tous les éléments à mettre qui sont en place, mais qui maintenant doivent passer dans le format industriel et opérationnel. Vous êtes d'accord avec moi ? Va falloir que ça se décline opérationnellement. Ça, ouais. C'est toujours l'intention est toujours bonne. Bien sûr. C'est la mise en œuvre opérationnelle qui est parfois plus lente. Mike, je te redonne la parole si tu me salopes pas ma fin de session, hein, parce que si tu viens me dire que tout est foutu, donc non, pas du tout. Je t'en prie, excuse-moi. Pas du tout. C'était important, après avoir mis quand même en perspective des enjeux, parce que c'est des enjeux qu'il ne faut pas omettre, de pouvoir aller sur la suite. Donc là, je vais rebondir, parce que ce qui a été dit aussi après est très important. Effectivement, l'axe primordial aussi qui doit être mis en place, c'est la coopération. Donc soit par le biais du programme Global Gateway, soit par le biais des collaborations actives qu'on a eues entre ports. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir une approche collective et collaborative, très clairement en termes d'expertise technique, d'expertise financière, mise en place d'études. Ça, c'est déjà le premier axe. Aujourd'hui, si on veut que l'ensemble des ports, notamment les ports africains, puissent vraiment s'arrimer à cette stratégie-là et que nos économies puissent y participer, il faut vraiment qu'on puisse travailler ensemble. Donc, dans ce cadre-là, il est donc important d'avoir plusieurs axes. On peut dire, dans le cadre de la coopération avec les ports, s'il y a une problématique foncière pour les ports historiques européens, il y a quand même du foncier qui est disponible chez nous. L'exemple de Kribi est un très bon exemple. Il y a 15 000 hectares dédiés au développement industriel, à l'innovation, à la recherche, au développement. Donc ça, c'est un premier axe, une fois qu'on aura répondu aux autres questions, justement liées à qu'est-ce qu'on fait après avoir traité, dans notre cas, par exemple, les questions de déforestation. Ça, c'est un cas. Ensuite, il y a aussi l'approche qu'on doit avoir vis-à-vis des bailleurs de fonds. Aujourd'hui, je pense qu'il est primordial, notamment pour nos économies, que dans un premier temps, les bailleurs de fonds, qu'est-ce qu'ils font ? Par le biais des partenaires, ils financent des études, soit à prêt zéro, soit par le biais de dons, pour pouvoir avoir l'ensemble des externalités, qu'elles soient positives ou négatives, et la feuille de route, pouvoir mettre en place la feuille de route nécessaire à cette transition-là, pour pouvoir nous accompagner. Et dans un second temps, parce que là, on parle de transition écologique, il faut réussir à mettre en place des prêts concessionnels. C'est très important. C'est des investissements qui sont très lourds. Ça a été rappelé tout à l'heure. Donc, à partir de ce moment, en termes de remboursement, le fait d'avoir des prêts plutôt à taux bas va permettre de pouvoir financer et retarder le remboursement effectif de ces investissements pour lesquels on pourra éventuellement avoir une rentabilité sur le long terme et le bénéfice, de toute façon, sera global pour l'ensemble de la planète. Je pense que c'est vraiment les deux points qui sont essentiels de dire. Il faut vraiment ne pas omettre l'ensemble de la chaîne, voir comment on la traite, avoir les études disponibles. Il y a déjà énormément de travail qui a été fait par la Commission de l'Union européenne. Et aussi, donc maintenant, véritablement travailler entre nous, place portuaire, ensemble, de telle façon que face à nos vis-à-vis, nous pourrons mettre en place des stratégies communes
Donc voilà ce que je voulais dire. C'est parfait. J'aime tellement mieux. J'ai pas saboté? Non, c'est bien, c'est mieux. Tu ne vas pas s'aborder. Chers amis, nous arrivons hélas à la fin de cette session. J'aurais envie de vous donner encore la parole une dernière fois pour un mot de conclusion et surtout, je dirais, une transposition finalement dans un avenir qui est certes proche, mais peut-être aussi lointain, parce que finalement, j'entendais le patron de Total il y a 15 jours au Sénat exprimer le fait que sur l'aérien, on sait où on va, puisqu'il y a le SAF, et on connaît la technologie, et on sait le défi technologique et énergétique qui est face à nous pour rendre l'aérien propre. Il disait, face au maritime, notre problématique, c'est qu'on n'a pas de vision claire sur finalement ce mix énergétique du futur. Donc l'enjeu, il est considérable. L'autorité portuaire est un maillon essentiel, l'écosystème portuaire avec l'infrastructure et le gap d'infrastructure est absolument essentiel, le corridor, l'intégration, mais si vous aviez un mot positif finalement de projection de Global Gateway dans 10 ou 15 ans, je vais commencer par vous évidemment Mathieu, quelles seraient les premières réalisations tangibles qui permettraient de dire on est en train de construire véritablement les connectivités durables, éthiques et soutenables de demain? Je sais qu'elle est compliquée celle-là pour finir, mais bon. Oui, c'est une bonne question. Global Gateway, je pense qu'il faut vraiment le voir comme, pour la première fois, une initiative, enfin Carla en a parlé ce matin, qui met l'ensemble des acteurs autour de la table aussi. Et ça, c'est nouveau. On a un Business Advisory Group, donc un groupe avec des représentants du secteur privé. Bon, les autorités portuaires n'y sont pas, mais justement, merci à Expertise France d'organiser cette journée aussi qui permet de réfléchir ensemble, puisque l'action de tous est absolument indispensable si on veut changer les choses. On a une ambition qui est claire, on a créé un appel pour des changements, on voit la difficulté que ces changements occasionnent d'un point de vue technologique, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue global, d'un point de vue écosystémique, puisqu'il faut penser à l'ensemble des choses, mais on voit aussi que la direction commence à être prise. Il y a 3 ans, il y a 2 ans, quand on a commencé à parler de Global Gateway, quand on commençait à parler de ça, on avait une vision qui était encore moins claire. Maintenant, peut-être on est exactement dans le moment où nous nous sommes rendus compte de la complexité dans laquelle nous sommes, mais aussi que les premières solutions commencent à apparaître. Et donc c'est sur cela qu'il faut capitaliser, en travaillant ensemble, en ayant du soutien technique. Et encore une fois, merci Expertise France et aux autres membres du groupe. Et aussi en ayant un apport financier. Juste pour dire, nous avons multiplié par 13 dans les perspectives financières européennes notre soutien en termes de garantie aux investissements privés dans les pays partenaires. C'est aussi montrer que la Commission, l'Union, nous sommes là aussi pour travailler avec le secteur privé pour accompagner ces changements. Merci beaucoup, merci. Hervé, même exercice finalement de prospective quelque part. Je dirais qu'aujourd'hui, on construit une vision stratégique à long terme. On se fait plaisir. On voit bien des grandes orientations. On voit bien ce qu'il faudrait faire. On a commencé à le faire. Ça, c'est la politique. Et puis, on a des porteurs de projets qui, les mains dans le cambouis, commencent à dépenser de l'argent et qui arrivent là, dans les 18 mois, à la phase cruciale de levée de fonds et de décision finale d'investissement. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ça fait à peu près 8 milliards d'euros d'investissement sur la zone de Fos. C'est absolument colossal. Et Global Gateway aura réussi si dans 15 ans, ces 8 milliards ont été levés et si les projets sont sortis. Et si effectivement, on a enclenché quelque chose qui correspond aux politiques nationales et européennes et qui a été rendu possible pour les industriels. Je pense qu'il y a encore un petit gap réglementaire, financier, d'aide publique. Et je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'on fera un point d'étape l'année prochaine ici à Marseille sur l'invitation pour dire on a avancé encore un peu. C'est ça? J'espère. Et François nous dira oui, H2V est en route et la deuxième unité est en construction, c'est bien ça?
C'est ça, c'est l'objectif. Non, peut-être un message plutôt générique de conclusion. Ne sous-estimons pas la complexité en fait, de tous ces projets, de cette transition. Pour le rappeler, hein, c'est toujours très simple sur les PowerPoint, on trace une ligne, c'est génial, etc. En tant que porteur de projet, quand on a les mains dedans, que ce soit un projet en France ou à l'étranger, peu importe, tous les projets sont difficiles, tous les projets sont compliqués, pour 1000 raisons différentes. Voilà. Et ne les sous-estimons pas. Ne surcomplexifions pas avec des règles européennes. Très bien. Je prends juste l'exemple de l'hydrogène. On a mis 2 ans et demi à se mettre d'accord sur une définition de l'hydrogène renouvelable qui ne plaît à personne, mais bon, qu'on a tous gardé parce qu'on n'a pas mieux. Voilà. Ça peut-être que ça évoluera, mais voilà, arrêtons de complexifier. Ça sera déjà une belle victoire. On parle du CO2 biogénique ou pas? Oui, alors ça... Il va falloir que je conclue quand même. Mike, d'un mot, peut-être véritablement d'un mot pragmatique sur le... Oui, de façon très simple. Dans le cadre donc, de la transition, si je dois parler des ports, déjà port de Kribi et même des ports en général, donc nous sommes en train d'essayer de voir. On a la chance d'être un jeune port, l'un des plus jeunes. Il y a l'EKI qui est venu après. Donc nous avons anticipé sur plusieurs questions. L'énergie qui est censée toucher le port de Kribi, c'est de l'hydroélectrique. Première chose. Deuxième chose, on a travaillé avec différents partenaires pour voir des solutions telles que j'ai évoquées sur la rétention de chaleur, sur le solaire, tel qu'on pouvait le faire. On a éliminé l'éolien parce que nous n'avons pas suffisamment de capacité. Et nous sommes en train de travailler avec une jeune entreprise française qui a développé une nouvelle technologie, l'énergie osmotique. Donc, qui est fait avec la rencontre de l'eau salée avec l'eau douce. Nous sommes en train, Switch Energy, je pense qu'il est de la région lyonnaise si je ne me trompe pas, nous sommes en train d'essayer de travailler avec eux pour voir avec les capacités que nous avons au niveau de Kribi en termes de rivières, de fleuves, si on peut aussi mettre cette solution en place. Parce que c'est une solution qui peut nous permettre éventuellement d'utiliser moins d'espace pour produire quand même suffisamment d'énergie. Donc c'est un potentiel intéressant. Donc tout ça a été mis en exergue de notre côté. Nous avons une approche où on dit... Il faut réussir à faire cette transition-là. Il faut réussir à accompagner nos opérateurs économiques parce que c'est notre rôle. Notre rôle, c'est que notre marché continue d'avoir de la valeur au niveau global. Et donc, c'est pour cela que nous prenons en compte tous ces enjeux-là et que nous souhaitons vraiment qu'ils soient pris en considération dans les logiques, dans les discussions économiques pour que, très concrètement, sur les prochaines approches, on puisse aller de l'avant tous ensemble dans le cadre de ce développement. Messieurs, je voudrais vous demander de les applaudir parce que c'est une séance magnifique. Merci. Merci beaucoup.